Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Maritima TV, bienvenue dans la revue d'actu, votre rendez-vous d'actu sur Maritima. Nous allons parler d'un acteur majeur de l'industrie pétrochimique à Martigues et dans la région et même en France. Ce soir, j'ai cité Ineos Lavera qui vient de recevoir le renfort de PetroChina il y a peu de temps. Nous allons essayer de savoir avec l'un des représentants des syndicats de l'entreprise comment se porte le site Martégal. Bonsoir Marc Sard. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Maritima, vous êtes secrétaire général de la CGT Ineos Lavera. Première actualité, c'était il y a quelques jours, la réception de 2 réacteurs au sein d'Ineos. 2 réacteurs d'un montant de 40 millions d'euros, c'est pas rien, c'est un bel investissement. D'abord, à quoi vont-ils servir ces 2 réacteurs ? 2 engins immenses. Déjà, en termes d'investissement, il faudrait plutôt parler de continuité. Continuité de pouvoir opérer et valoriser notre hydrocracker qui puisse s'inscrire dans la nouvelle décennie. Alors c'est des réacteurs que vous réclamiez. Donc ces réacteurs, il est clair qu'on était les anciens, on parle des anciens arrivés en fin de vie, et il était très préoccupant de ne pas avoir arrivé les 2 nouveaux réacteurs. Alors il est clair que les 2 réacteurs qui arrivent là, bien entendu, c'est pour notre hydrocracker. Alors après on développera pourquoi l'hydrocracker, mais c'est un très gros atout en termes d'avenir pour le site de Lavera et notamment pour la raffinerie. Alors expliquez-nous comment ils vont s'insérer dans le processus, ces 2 réacteurs. L'hydrocracker a une vocation première, c'est de sortir du gasoil. Donc aujourd'hui, quand on voit un petit peu entendre les pétroliers, tout azimut, et notamment les majors, pour ne pas citer Total, c'est parler de surcapacité, de produits raffinés, notamment d'essence. Il est clair que la France aujourd'hui manque énormément de gasoil. Donc le déficit en gasoil par rapport à l'essence, on pourrait dire, allez, il est 50-50. Mais une chose est sûre aujourd'hui, c'est que toutes les raffineries qui sont dotées de tel outil, eh bien, ils peuvent demain s'inscrire dans l'avenir. Et je dis, il y a encore un avenir pour le raffinage français, et notamment si les majors, et si notamment les industriels du raffinage font les investissements nécessaires pour aller pour se doter d'hydrocracker. Donc ces 2 réacteurs et cette arrivée vous rassurent, vous salariés de l'entreprise? Nous rassurent et nous font la démonstration qu'on s'inscrit dans l'avenir. Alors, nous allons écouter votre directeur, Frédéric Piton, que nous avions pour Maritima interrogé au moment de l'arrivée de ces 2 réacteurs sur site la semaine dernière. Il est à peu près d'ailleurs dans la même veine que votre discours. Il s'inscrit dans cette pérennité également. Frédéric Piton. C'est vrai qu'en 2008, il y avait une crise économique importante. Le raffinage est toujours en grande difficulté, car vous le voyez bien régulièrement dans la presse, il y a des raffineries qui ferment et les marges sont très mauvaises. Mais c'est sûr d'avoir des investissements qui nous permettront d'affronter le futur dans de meilleures conditions. C'est vraiment un atout indéniable. La majorité des investissements sont des investissements qui vont nous permettre en fait de répondre à des nouvelles réglementations environnementales. Donc on va avoir une unité qui nous permettra de mieux traiter nos effluents aqueux, des unités qui nous permettront de mieux traiter nos effluents gazeux et donc de réduire les émissions en fait de la raffinerie. Et nous avons aussi des investissements qui nous permettront par la suite, comme ces réacteurs, d'envisager, si nous le souhaitons, une augmentation de capacité. Donc on met en place à chaque fois des investissements avec les meilleures technologies disponibles. Des investissements rendus possibles notamment par l'arrivée du géant PetroChina il y a quelques mois de cela. Je suppose que, comme tout nouvel arrivant, vous aviez peut-être des doutes sur les capacités d'investissement, les capacités de renouvellement, voire de développement d'Ineos. Est-ce que vous êtes rassuré de ce point de vue-là également? Est-ce que ça veut dire que l'arrivée de ces 2 réacteurs vous donne des gages sur la volonté de PetroChina de développer Ineos? Déjà, il y a quelques vérités à rétablir. Nous, des gages, on n'a pas besoin de gages. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ces réacteurs, ils étaient vitaux pour le devenir de la raffinerie. Et même sans la venue de PetroChina, les engagements et les commandes, justement, pour que ces réacteurs voient le jour, c'était déjà passé. Bon, après, entre les deux, il y a eu cette fameuse crise voulue par un certain système, mais en fait, on ne va pas rentrer dans le détail, voilà, parce que ça serait trop long à expliquer. Ceci dit, la venue de PetroChina, où c'est qu'elle nous rassure, non? Elle nous rassure déjà sur la question de la dette que Ineos, l'industriel Ineos a, et le milliard de dollars apporté par PetroChina va, dans un premier temps, éponger la dette du raffinage sur la partie Ineos. C'était une enveloppe de combien, ce déficit, cette dette? Alors la dette colossale
quoi, colossal, en fait, après, c'est tout le temps pareil. Une dette, elle est colossale et difficile quand on ne peut pas rembourser les intérêts. Mais quand on est en bonne santé, peu importe la dette, si on a la capacité à rembourser notre emprunt. Bon. Donc aujourd'hui, cette dette, elle se situe aux alentours de 4 milliards d'euros dans ces eaux-là. Mais en fait, ce n'est pas un scoop, quoi. Comparé à certains, malheureusement, certains confrères. Voilà. Notamment pour ne parler que de Lyondell, la dette elle est beaucoup plus forte. On va y venir au problème elle est beaucoup plus au forte. cas de Lyondell. Mais il est clair que la venue d'un partenaire comme PetroChina, qui est quand même mondialement de l'équivalence d'Exxon. Ah, c'est un géant mondial dans le domaine, oui. Carrément un géant, voilà, on peut parler d'un géant. Il est clair que c'est une très bonne chose et par rapport à la situation actuelle. Donc une assise financière et les épaules suffisamment larges pour supporter cette dette et puis aller de l'avant, en fait. Aller de l'avant, oui. Bon. Voilà. Mais ça, si vous voulez, moi je le dis, je vous l'affirme, mais c'est pas de la volonté, d'une propre volonté d'une organisation syndicale, non, parce qu'on a quand même des expertises qui vont dans ce sens, économiquement parlant, et tous les indicateurs qu'on a nous font dire qu'on va, et heureusement la venue donc, de ce partenaire, oui, pour faire face notamment à cette fameuse crise qui a démarré en 2008. Voilà. Y a-t-il une crise puisque vous l'évoquez, dans le secteur très précisément de la pétrochimie, y a-t-il une raffinerie de trop autour de l'étang de Berre ou dans le secteur de l'étang de Berre? On va venir au cas de Lyondell-Basel forcément. Y a-t-il une surproduction, une surcapacité je vais vous surprendre. En produits en pétrochimie? Je vais certainement vous surprendre et je vais aller certainement à contre-courant. Mais moi, ce que je dis et ce que la CGT dit sur le sujet aujourd'hui, on a des éléments pour le dire, des éléments qui font part des expertises et encore avec certains économistes. Et moi, je vous renvoie la question, y a-t-il une crise aujourd'hui chez Renault en termes de construction automobile? Y a-t-il une crise? Moi, la réponse, elle est simple. Renault, aujourd'hui, exporte ses voitures. Et la production de Renault, ou peu importe le constructeur, ne se suffit pas au périmètre national. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'à travers le monde aujourd'hui, la croissance et les besoins en produits finis ne cessent de croître à hauteur de 3-4% l'an. Donc vous demandez à ce qu'on puisse exporter ce que vous produisez à Ineos? Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que ce que les pétroliers veulent, pas forcément le secteur automobile le veut. Les pétroliers, notamment les majors, réclament des chiffres, et des chiffres à deux chiffres. En dessous de 15-16%, voire 20% de rentabilité, ils estiment que ce n'est pas profitable. De rentabilité, donc de marge, hein. En termes de marge, bien entendu. Chose que l'automobile se contente des fois avec un chiffre. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les pétroliers, par rapport à la fermeture de raffineries, prenons l'exemple de Total, le concret. Fermeture de Flandre, ça se traduit par quoi aujourd'hui? Ça se traduit par rapport à un dépôt pétrolier énorme sur le Havre, oui, notamment la CIM, qui voit un développement important de sa zone portuaire avec la création de nouveaux bacs, à capacité à recevoir des produits finis, des produits blancs, on appelle ça dans le jargon pétrolier. Déjà raffinés. Voilà, déjà raffinés. Donc on comprend très bien qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes majors qui créent l'appel d'air. En Europe. Donc elles sont en train de tuer ce qu'elles avaient mis en place jusqu'à présent, en gros. Mais c'est pas qu'ils sont en train de tuer, c'est que pendant une certaine phase dans les années 80, où il aurait fallu, où la marge était intéressante, où tout secteur industriel joue le jeu de booster ses investissements et moderniser son outil de production, les pétroliers, notamment les majors. Alors après, moi je vais mettre quand même une parenthèse, parce qu'en 72, il y a eu quand même le projet BP sur l'Avera, avec ce fameux hydrocracker qui a vu le jour. C'était en 72, donc ils étaient déjà plus ou moins un petit peu en avance. 40 ans quasiment. Voilà. Oui. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, la situation s'est dégradée parce qu'on l'a laissé dégrader. Les pétroliers n'ont pas découvert comme ça, du jour au lendemain, le parc automobile français qui s'est vachement dieselisé. Mais il y avait un projet également de réception justement de produits finis du côté de Fos. Mediaco Tanking, voilà exactement. Voilà. Qui était dans les tuyaux il y a encore 2 ans de ça. Où en est ce projet? Il y a eu une levée de bouclier de votre part contre ce projet? Il y a eu une levée de bouclier. Mais alors là, l'histoire, ça serait prétentieux de dire qu'il y a eu une de notre part. Non. On a eu
la CGT, comme à son habitude, avec les camarades du port autonome, avec les camarades du port, et je pense à Pascal, à Manu, enfin, à tous ces camarades qui ont eu Pascal Galéoté, par exemple. une capacité à un moment donné à nous rencontrer, et où à un moment donné, ceux qui pensaient être profitables dans un premier temps, on a pu avec eux faire la démonstration que ce serait préjudiciable. Voilà, qu'il y avait un risque même. Donc projet abandonné. Alors non, j'irai pas jusqu'à là. Ça c'est le ministre, c'est Estrosi, mais vous savez, les ministres passent et les projets restent. Non, là, l'inquiétude qu'on a malgré tout, c'est au travers de la dernière table ronde qu'on a eue au niveau national, au ministère. C'était avec Éric Besson. Besson, voilà. Oui. Et là, on est en droit d'être assez inquiet, parce qu'on comprend très bien qu'aujourd'hui, ce gouvernement, et je dis bien ce gouvernement, a fait des choix. Et les choix que ce gouvernement a pu faire, oui, on peut le dire de façon très claire, quand on parle d'après-pétrole, quand on parle de on va vous aider pour revitaliser les secteurs. Vous pensez qu'on va vers une sortie du tout pétrole ? Personnellement, ce gouvernement, j'insiste lourdement là-dessus, n'a pas d'état d'âme. Lui, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est sécuriser les approvisionnements nationaux. Ce qu'il veut, c'est faire marcher notre pan d'économie. Et au travers de la démonstration qu'on a pu faire au mois d'octobre, sur le conflit des raffineurs, il est clair qu'aujourd'hui, il a pris toute la mesure. Donc, pour éviter ça, et pour éviter l'expression et le droit à pouvoir dire ce que les salariés dans la contestation défendent. Aujourd'hui, eux, ils sont en train de faire des appels d'air pour développer. C'est le projet de la FIM dans le Havre. Alors, il est clair que Mediaco Tenkin dire que c'est fini. Oui, il y a un ministre qui le dit. Nous, la CGT, on reste hyper vigilants. Et c'est quand même inquiétant parce qu'en ce moment, on n'entend rien. Quand on n'entend rien sur le sujet, on est en droit d'être inquiet. Alors, Marc Sarne, il nous reste une petite minute 30. On va terminer avec la situation de Lyon-Del-Basel, puisqu'on l'évoquait, Lyon-Del-Basel à Berre, dont la direction avait mis la raffinerie en vente au printemps dernier. Demain, un conseil, conseil d'entreprise extraordinaire est prévu, sans ordre du jour, et les salariés, notamment la CGT, tirent la sonnette d'alarme en disant on va nous annoncer demain la fermeture, cette fois-ci, de la raffinerie. Ça pose également le problème, par extension, de l'intégration des unités. Quel est votre point de vue, vous, en qualité de leur, j'allais dire, comme il me reste 1 minute. 1 minute 30. Ben on va être assez court. En qualité à la fois de concurrents, mais surtout de collègues qui bossaient dans le même secteur. Dans la profession, il n'y a pas de concurrence. Parce que, comme je vous l'ai dit, nous, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de surcapacité. Aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. La Hyundai, j'aurais préféré qu'on parle éventuellement de l'étude qu'ils ont menée. La CGT, avec les autres syndicats qui se sont adossés au projet, ont fait la démonstration que si demain, il y avait eu la faisabilité de construire un hydrocracker à Hyundai, sur cette raffinerie, dans les 4 ou 5 ans qui arrivent, là, l'investissement aurait été remboursé avec des profits intéressants et on aurait développé cette raffinerie à vocation marché gasoil. Mais moi, je le dis de façon très claire, la Hyundai aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de fermeture de quoi que ce soit à l'ordre du jour. Et que les choses soient claires. Il y a eu la démonstration d'octobre 2010. Je ne sais pas demain ce qu'on fera. Par contre, la CGT le sait ce qu'elle va faire. Si demain, il y a une menace et une annonce du type que certains aimeraient entendre, plus ou moins, nous, le message, il est très clair. On réagira. Voilà. On réagira comme on a réagi au mois d'octobre. Vous serez solidaire. Non, ce n'est pas de la solidarité. Pour nous, la Hyundai et nous, on ne fait que. C'est une profession. Donc, si dans la profession, on commence à couper des branches d'un bel édifice, d'un bel arbre, eh bien, on ne va pas attendre qu'il n'y ait plus que le tronc et qu'on crève. Voilà. Donc, moi, je le dis de façon très forte, avec des mots forts, on réagira à la hauteur de l'attaque voulue. Bon. Si demain, la raffinerie de Hyundai venait à s'arrêter et s'il y avait une annonce aussi forte que ce que vous êtes en train de dire, moi, je le réfute, ça. Mais si ça venait à arriver... Non, mais je dis pas que les syndicats, la CGT, du côté de Hyundai. Non, mais les camarades de la Hyundai, aujourd'hui, avec tout le respect et le profond respect que j'ai pour eux, ils ont une actualité journalière à gérer. J'ai la chance d'avoir un petit peu de recul. Je ne leur apporte pas un soutien fraternel. Je leur dis qu'eux et nous, on ne fait que. Voilà. Bon, donc, si à un moment donné, ils sont attaqués, on réagira en pagaille et bien au-delà. Le message est passé. Merci Marc Sarne d'avoir été notre invité dans la revue d'Actu. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général de la CGT à Ineos. L'Avera, on se retrouve très bientôt quant à nous. Dès demain, même heure, même endroit. Passez une bonne soirée sur Maritime. Merci.